Question 6. L'éveil de l'écologie et le pari technologique. D'autres événements s'enchaînent qui vont également lui permettre de changer sa vision du monde, lui apporter des éléments nouveaux qui l'aideront à structurer sa pensée novatrice, celle d'une écologie sociale et radicale. Entre 1950 et 1960, une certaine préoccupation vis-à-vis de l'agression de la nature et de sa répercussion sur la santé humaine commence à voir le jour aux États-Unis. Des scientifiques donnent l'alerte quant à la transformation de l'une des régions les plus riches et fertiles de la planète, l'Amérique du Nord, en une terre stérile. Cette alerte sera un élément décisif pour la postérieure popularisation d'une pensée et d'une sensibilité environnementaliste déjà présentes aux États-Unis. Une pensée puisant ses racines dans la tradition religieuse et philosophique, reflétée dans la constitution de ce pays et fondée sur les mythes ayant trait à la nature. Ainsi, la déclaration d'indépendance évoque les lois, le dieu de la nature et de l'humanité. Dans une nature non habitée, les natifs n'étant pas comptés, et sauvages, le wilderness. Face aux prédations sans limite des colons, le conservationnisme fut un outil des classes dirigeantes, non pas pour la nature en elle-même et ses valeurs intrinsèques, mais la nature en tant qu'ensemble de ressources naturelles. C'est aux États-Unis que se créent les premiers parcs naturels et ce conservationnisme officiel. Mais c'est une révélation affectant directement les populations qui soulève des inquiétudes décisives pour la prise de conscience écologique d'une grande partie des habitants des États-Unis. De plus en plus de chercheurs scientifiques montrent du doigt l'industrie pétrochimique qui, en répandant ses poisons dans le sol, est directement responsable de l'augmentation du taux des cancers. Après des recherches approfondies, Bookchin en est assez rapidement convaincu. Il publie en 1952 un article complet mettant en garde contre les anomalies graves qui augmentent sans cesse telles le cancer, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc., conséquences directes de ces produits nocifs pour l'organisme. Ces faits qui confirment l'instrumentalisation de la production agricole pour commercialiser autant l'alimentation que les goûts constituent sans doute la première tentative pour remonter le fil d'Ariane du labyrinthe capitaliste depuis une perspective écologiste. Un fil qui conduit Bookchin vers un nœud inextricable. Le capitalisme enserre, s'infiltre et étouffe autant l'humanité que la nature en général, les conduisant toutes deux à leur perte. Il démontre donc que le capitalisme comme système est dangereux pour la santé et le bien-être des humains. Le concept en soi était explosif, comme le reconnut plus tard Bookchin sous le pseudonyme de Lewis Herber dans The Problems of Chemicals in Foods. Une autre enquête vient appuyer cette critique. Chargé par Joseph Weber d'étudier l'économie nord-américaine, Bookchin établit une liste des besoins humains essentiels. En comparant cette liste avec une étude minutieuse et systématique des statistiques des différents secteurs économiques qui approvisionnent de tels besoins, il s'aperçoit de l'énorme gaspillage en biens de toutes sortes dû à l'excès de production. Une production d'objets ayant pour seul but la valeur d'échange et qui très souvent s'avère inutile voire destructeur, comme les armes. Finalement, et en bout de chaîne, ce gâchis d'énergie fossile et de matières premières, ne pouvant se réintégrer dans les cycles de la nature par sa concentration même, finit par provoquer pollution sur pollution. Dans son enquête finale, publiée dans le Contemporary Issues en 1954, il conclut qu'en plus de détruire les écosystèmes, l'ordre social actuel est un système totalement artificiel qui ne peut se maintenir que grâce à un parasitisme exhaustif qui, comme s'il s'agissait d'un poulpe, étrangle lentement toutes les strates de la population. Mais les événements déclenchés par les incuries du système bousculent l'actualité. Le 1er mars de cette même année, les États-Unis procèdent à l'essai de la bombe à hydrogène dans l'atoll de Bikini, atoll des îles Marshall en Micronésie. Une bombe qui s'avère 1000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Bookchin, toujours avec le Contemporary Issues, rédige le pamphlet Stop the Bomb, un pamphlet contre les essais et les guerres thermonucléaires, argumentant contre l'alarmante contamination radioactive des mers, de ses habitants et de l'alimentation humaine. Ce texte a de grandes répercussions aux États-Unis et au Japon. C'est pour Bookchin un autre cheval de bataille et il s'engage avec détermination afin de dénoncer toute utilisation de l'énergie nucléaire, qu'elle soit militaire ou civile.
Tandis qu'aux États-Unis la gauche s'effondre, en partie à cause du macartisme, le groupe du Contemporary Issues poursuit ses réflexions et s'intéresse à un autre concept marxiste, la technologie. Plus exactement, à son rôle dans les moyens de production, coïncidant avec la vision d'Erich Fromm et Max Horkheimer, selon laquelle celle-ci ouvre des possibilités utopiques. Pour le groupe du Contemporary Issues, le progrès a été tel au cours des siècles derniers que la mission historique du capitalisme en ce qui concerne le développement technologique est arrivée à terme pour satisfaire les besoins essentiels de l'humanité. Par ailleurs, le contrôle collectif de la production suppose en amont l'autodétermination de nos vrais besoins, matériels et autres. Actuellement, ces besoins s'engouffrent dans les blessures de notre mal-être et les objets deviennent ainsi des prothèses indispensables au soutien d'un moi misérable et aux relations entre personnalités avortées. Les besoins en tout genre deviennent insatiables et le recours à ces palliatifs est exacerbé par un état de frustration permanent maintenu par la puissante industrie publicitaire aux ordres des entreprises les plus rapaces. À son opposé, Murray Bookchin imagine une société plus saine où ses membres se réalisent pleinement, une société libre et écologique où chaque personne pourrait retrouver une authentique perception du besoin. Je cite, malgré tous leurs défauts, les Grecs, de l'Antiquité du moins, restreignaient délibérément leurs besoins afin de se rendre disponibles pour une vie plus libre et retrouver une authentique perception du besoin. Fin de citation. Les besoins créés de toutes pièces, basés sur la possession et l'accumulation, seront remplacés par une vie pleine, faite de relations intenses et créatives. Ainsi, les objets de pure et futile consommation, et souvent à obsolescence programmée, cesseront de se multiplier à l'infini comme c'est le cas aujourd'hui. À cette frugalité dans l'abondance lui correspondront un rejet des marchandises de pacotille et la fabrication de biens durables et de qualité afin d'éviter le gaspillage, la pollution et l'épuisement des ressources. Dès lors, les technologies et les machines actuellement nécessaires à cette production de masse de plus en plus effrénée accuseront elles aussi une notable diminution. Bookchin a souvent été fustigé à tort pour apologie de la technologie. Cette appréciation est assurément erronée, car il se situe sans embâge contre les technologies et les machines telles qu'elles sont présentement pensées et utilisées. Déjà en 1971, dans un texte rédigé pour la revue Anarchos et repris en 1974 dans son livre Post-Scarcity Anarchism, il s'oppose à ce courant de pensée technophile en pleine expansion, avancé comme solution miracle à tous les problèmes autant sociaux qu'environnementaux. Il ne cesse de dénoncer la machine dans ce qu'elle inflige, depuis la rupture du rapport intime entre l'être humain et sa production, jusqu'à sa logique ultime de le convertir en une extension de cette dernière. Et ce, non pas seulement, je cite, à l'égard des mécanismes à l'œuvre dans la production, mais aussi à l'égard des mécaniques sociales à l'œuvre dans le fonctionnement de la société. Standardisé par les machines, l'être humain est devenu une machine. Fin de citation. Certes, il n'est pas le seul à en faire la critique, mais d'une façon bien différente de celle des ludites et des chercheurs comme Friedrich Georg Junger et Jacques Ellul. Ces derniers vont jusqu'à essentialiser le rôle de la technologie en affirmant amèrement que l'homme est fatalement destiné à être colonisé par la technologie, voire par les formes mentales de la technologie. Mais Bookchin nous met en garde, je cite, « La technologie est devenue un bouc émissaire bien commode pour éviter de désigner les conditions sociales qui ont rendu nuisibles les machines et la technique. » Fin de citation. Ainsi, il met dos à dos tout autant l'optimisme béat et sans nuance des premiers, comme le pessimisme des seconds. À la capacité destructive de la technologie, il nous incombe plutôt de distinguer ses promesses et son potentiel créateur. Il affirme qu'il n'est pas de technologie en soi et va jusqu'à élargir le concept même de technologie. En 1982, il écrit, dans Une société à refaire pour une écologie de la liberté, je cite, « Mumford avait peut-être raison de dire que la première machine de l'histoire n'était pas un ensemble inanimé de composants techniques, mais une méga-machine d'êtres humains massifiés. » D'avertir plus loin, je cite, « Il nous est désormais difficile de comprendre que les structures politiques peuvent devenir non moins techniques que les outils ou les machines. » Fin de citation. Et d'ajouter, je cite,
Une fois que nous sommes d'accord sur le fait que la technique doit aussi inclure les institutions politiques, administratives et bureaucratiques, nous sommes obligés de chercher les domaines non techniques, sociaux, qui ont résisté au contrôle technique de la vie sociale. Fin de citation. Et bien avant que de nombreux écologistes en déchantent, Bookchin avait déjà averti de la perversion que représenterait l'utilisation massive et inconsidérée des technologies nommées douces ou renouvelables dans le cadre de cette société productiviste. Ainsi, il affirme toujours en 1982 que, je cite, parler de technologie appropriée, d'outils inoffensifs et de simplicité volontaire, sans remettre en cause radicalement les technologies politiques, les outils des médias et les complexités bureaucratiques qui ont fait de ces concepts des formes artistiques élitistes, revient à trahir complètement leur nature révolutionnaire comme défi pour la structure sociale existante. Fin de citation. Aussi, c'est la nature même de la structure sociale et politique qui est à remettre en cause, car un type de société déterminée sécrète invariablement la technologie qui lui sied et qui, à son tour, l'aide à se déterminer et à se structurer. Bookchin parle alors de matrice sociale de la technologie. L'exemple le plus édifiant et qui distingue la société capitaliste est l'accouchement de la bombe atomique comme représentant le summum de sa logique destructrice. Ici et maintenant, un autre exemple significatif de la technologie numérique est à même de montrer que nous vivons pour la plupart dans un monde hors sol. En effet, le monde de la communication enveloppe d'un double virtuel la société réelle et le monde du vivant. Ainsi, il devient un obstacle pour y accéder et les appréhender. Nous avons vu comment pour Bookchin, la raison fut pervertie par le rationalisme. Il en va de même pour les deux autres grandes voies pensées par les Lumières pour la libération de l'être humain, la science et la technologie. La science est devenue, je cite, scientisme, une idéologie considérant pour l'essentiel le monde comme un corps mécanique à manipuler en toute neutralité éthique. Et nous avons vu la technologie devenir une technologie moderne, un arsenal d'instruments extrêmement puissants servant à imposer l'autorité d'une élite constituée pour l'essentiel de bureaucrates formés à la technique. Fin de citation. Cependant, il pose le vrai pari en ce que, je cite, il nous faut vaincre le mal qui réside dans tout bien. Fin de citation. Aussi, c'est cette analyse la plus holistique et la plus exhaustive possible, accompagnée de toute sa dimension humaniste, qui lui permet d'attribuer à la technologie des vertus essentielles jusqu'à lui donner un rôle crucial dans l'élaboration de son utopie. Une utopie non pas comme pure construction mentale dans un lieu imaginaire, mais bien au contraire, un projet dans un lieu réel, éminemment concret, chargé de sens, de désir et d'éthique exigeante ici et maintenant. Ce sont les contraintes et les spécificités du milieu naturel qui vont pousser la collectivité humaine à rentrer dans un rapport dialectique avec les aspirations de ses membres et féconder leur créativité, surtout dans les moyens de production. Libérés de l'oppressante industrie publicitaire et après avoir procédé par élimination, nos besoins réels collectivement déterminés, nous serons en mesure de décider ensemble des techniques, des technologies et des sources d'énergie les plus appropriées et les moins polluantes pour les différentes productions. J'insiste sur le fait que pour Bookchin, il est hors de question de se passer de ces dernières. Il s'agit bien en premier lieu d'être en mesure d'aller, je cite, au-delà de la rareté, fin de citation, d'alléger les durs labeurs et de pouvoir libérer du temps pour structurer une société émancipée, créative et écologique. Il écrit déjà en 1965 dans Vers une technologie libératrice, je cite, une technologie au service de l'humain doit avoir sa base dans la collectivité locale et être à la mesure de la collectivité locale et régionale. À ce niveau, le partage des usines et des ressources peut contribuer à la solidarité entre différentes collectivités. Il peut leur permettre de se confédérer, non seulement sur la base d'intérêts intellectuels et culturels, mais aussi sur la base de besoins matériels communs. S'il s'appuie sur les ressources et les caractères uniques de chaque région, un équilibre peut être trouvé entre autarcie, confédéralisme industriel et une division nationale du travail. Fin de citation. Ainsi,
La société libre et organique forge la technologie qui lui correspond, à la fois comme nerf et squelette afin de dépasser le stade de la rareté, mais aussi de tisser le lien connectant toute une mosaïque d'éco-communautés. Des communautés ajustées au plus près de leur environnement naturel seront en étroite relation avec toutes les autres formes de vie qui le composent. Ainsi, une technologie maîtrisée et intégrée tient une place charnière pour l'écologie sociale. Elle ouvre les portes à la création, facilite le lien, la communication, les échanges et l'entraide entre les différents champs essentiels d'une société que sont le privé, le social, le politique et l'administratif, partant du plus petit au plus grand espace géographique. L'intelligence collective sera alors tout entière requise, stimulée par la créativité pour le projet émancipateur en étroite relation avec le vivant. C'est dans cette perspective de dépassement que toute recherche devient passionnée et contagieuse. Elle est alors impulsée par un stimulus personnel et collectif qui se moque bien de la récompense rémunérée. Mise au service du soin et du développement de la vie, nous n'avons aucun doute sur le choix le plus judicieux des techniques à utiliser. Le choix s'établira en fonction de leur impact minimum sur le milieu et dans le souci d'utiliser au mieux les synergies énergétiques et biologiques entre écosystèmes. C'est pourquoi la science de l'écologie dans ces domaines est tellement importante. Il s'agit d'étudier et imaginer toutes les relations possibles entre éléments des écosystèmes territoriaux particuliers, éco-communautés incluses. Dans Vers une technologie libératrice, 1965, Bookchin réalise un inventaire assez exhaustif des potentialités et des alternatives technologiques déjà disponibles à l'époque et pouvant être utilisées dans le projet émancipateur de l'écologie sociale. Il est certain qu'aujourd'hui, les possibilités seraient encore plus grandes. À titre d'exemple, il décrit un four solaire à Montlouis d'une puissance électrique de 5 kW et capable de fondre, je cite, 100 livres de métal sans la pollution que produisent les techniques conventionnelles. Fin de citation. Un autre four, je cite, développe 5000 degrés centigrades, suffisant pour fondre un double T, entre parenthèses high beams d'acier. Fin de citation. Plus loin, il cite les marais comme source d'énergie électrique existant de par le monde et les zones désertiques que l'on pourrait utiliser pour installer des panneaux solaires. Il signale la possibilité d'utiliser la géothermie non seulement pour le chauffage des maisons, mais aussi se servir des différences de température entre les couches de la Terre et même de la mer pour produire de l'électricité en quantité appréciable. Une vingtaine d'années plus tard, Bookchin se montre moins enthousiaste. Il évoque toujours les nombreuses alternatives écologiques et les technologies déjà disponibles qui pourraient remplacer les systèmes coûteux et brutaux que met en œuvre l'industrie moderne. Mais selon lui, je cite, le plus grand et peut-être le seul problème qui se pose à nous n'est pas d'ordre technique, il réside proprement dans le fait que nous considérons ces nouvelles techniques biologiques comme purement techniques, précisément. Fin de citation. Penser autrement, et dans le cadre collectif et foisonnant de l'imaginaire de l'écologie sociale, la technologie permet de libérer du temps et par conséquent d'ouvrir des espaces pour stimuler la créativité et même en devenir sa prolongation. Une créativité qui s'étend des sphères du privé à celles du social et du politique et dans des domaines aussi variés que ceux de la technologie, de l'agriculture, de la pédagogie, tout autant que dans l'éventail multiple de l'art. Nous pouvons dès lors penser que, au-delà de la synergie des dynamiques internes dans la société, cette même synergie s'étendrait également dans le domaine du vivant dans son entier, entre parenthèses comme pour la permaculture, entre les éléments de la société et ceux des écosystèmes enfin libérés du pillage sans limite du capital.